contre, on se connaît pas, tu me connais pas, je te connais pas, tu m'appelles pas bébé parce que c'est pas mon prénom. J'ai rien dit, là je vais ouvrir ma gueule et je vais avoir justice, tu vois. Si tu oses. Bonjour, c'est Alizée et bienvenue dans ce nouveau podcast où je vous partage des profils inspirants. Donc aujourd'hui on est avec Mélodie. On s'est rencontrée à Malte avec elle il y a 2 ans à peu près. Ça fait donc 6 mois qu'elle voyage toute seule en Asie. Donc aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu à son parcours et à ses ressentis. Mais je pense que déjà ça serait bien de rappeler comment on s'est rencontrés. Parce qu'en fait toutes les deux on est réunionnaises. Et on s'est rencontrés à Malte, donc une autre île, mais cette fois-ci dans la Méditerranée. Du coup, je pense que ça serait bien de commencer par toi. Raconte un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à Malte? Oula, j'espère que t'as du temps et que t'as un café, parce que ça va être très long. T'inquiète, Je on vais est là essayer pour de ça. faire au plus court, mais en gros, donc moi en quittant la Réunion, j'avais quitté la Réunion un peu comme tout le monde après le lycée, pour faire mes études en métropole, comme je pense 90% des Réunionnais. Et donc je suis partie faire des études de com à Lyon. Et au final, ça m'a pas du tout plu. Et j'étais pas du tout à l'aise dans l'école. En fait, je pense que c'était vraiment le passage Réunion métropole, sachant que je suis arrivée dans une école privée lyonnaise. Enfin, je kiffe la ville de Lyon, mais l'école privée, c'était un trop gros choc culturel pour moi. Et du coup, j'ai pas du tout aimé. Et j'ai fini par partir au bout de 5 mois. Donc, j'ai très, très vite arrêté les études. Et ma mère habitait à Malte à ce moment-là parce qu'on était déjà venu à Malte et qu'elle voulait pas rester à La Réunion après que moi je sois partie, parce qu'elle me disait que si jamais il se passait un truc et tout ça, faire 13 heures d'avion, c'était un peu trop loin et tout. Donc du coup, elle voulait être proche de moi physiquement, géographiquement, mais elle voulait pas être en France. Donc du coup, elle était partie à Malte. Et quand ça a commencé à mal se passer, j'ai fini par aller à Malte la voir en vacances. Et au final, il y a eu le Covid et je suis restée coincée à Malte. Donc en fait, c'était pas tellement prévu que tu restes en tout cas. Pas du tout, mais vraiment pas. Mais du coup, raconte qu'est-ce qui a fait que t'es restée et quel était ton mindset? À ce moment-là, t'avais pris ta décision d'arrêter tes études ou juste arrêter avec cette fac-là? En fait, moi de base, j'avais pas du tout prévu d'arrêter les études. J'avais prévu d'arrêter cette école-là parce que cette école-là me plaisait pas du tout et ça se passait très très mal à l'école, donc je voulais vraiment pas rester. Mais pour moi, j'allais finir, j'allais me poser en vacances avec ma mère et après j'allais refaire la rentrée normale dans une autre université et tout. Et au final, j'ai eu un coup de chance mais immense puisque vraiment 2 semaines après que j'arrête les cours et que j'abandonne cette école et que j'arrive à Malte, 2 semaines après Covid. Et du coup, ouais, j'ai eu une chance de fou parce que en fait, je me serais retrouvée coincée dans un 12 mètres carrés à Lyon, genre dans une chambre étudiante en fait. Et c'était pas du tout. Je pense que ça l'aurait pas vraiment très mal fait vu l'état psychologique dans lequel j'étais à ce moment-là. Et donc je suis arrivée à Malte 2 semaines après Covid. Et moi, j'étais trop contente parce qu'à Malte, il n'y avait pas de restrictions. Enfin, non, c'était pas encore Malte à ce moment-là, mais en gros, ils ont juste fermé l'île et ils ont tout fermé. Mais il y avait ni masque et ni lockdown en fait. Tu pouvais partir dans la rue, tout ça tranquillement. Fallait juste être moins de 3 personnes accompagnées dans un groupe. Voilà, c'est tout. Mais du coup, moi, je passais mes journées à la plage. Enfin, c'était trop bien. Dans ma tête, c'était trop bien. Et surtout, ça me faisait une pause pour réfléchir à ce que j'allais faire après, puisque je savais vraiment pas quoi faire après. Et en fait, j'aurais pas pu demander une meilleure pause que le Covid pour réfléchir, tu vois, parce que tout s'est arrêté. C'est vraiment comme si le temps s'était arrêté et m'avait dit, vas-y, tu sais quoi, prends ton temps, réfléchis, fais ta vie, tranquille. Du coup, parfait timing. Et au final, je me suis dit, bon, en fait, c'est durant le Covid, le premier lockdown, que j'avais une caméra et je me suis dit, tu sais quoi, je me fais chier, j'ai envie de faire des photos. Et du coup, j'ai commencé à faire des photos. Stylé. Et commencé à faire des photos et j'ai commencé à toucher un peu Photoshop et Lightroom et j'ai trop kiffé. Et en fait, j'ai plus kiffé le process d'editing de Photoshop et Lightroom que de prendre les photos en soi, même si je kiffais déjà faire des setups, genre prendre des photos, tu sais, genre vraiment je planifiais, j'avais un mood board je faisais des mood boards sur InDesign où je mettais vraiment toutes les couleurs, la charte et tout. Mais genre vraiment c'était un truc préparé, tu vois, c'était pas genre juste je sors sur des photos. Ouais. Et du coup je me suis dit bon je vais faire ça, je voulais faire graphic design. Voilà. Donc j'avais fait un petit peu en com, donc je me suis dit j'avais kiffé, alors je vais continuer là-dessus. Et au final, j'ai fait un stage. Donc après, quand tout a réouvert, en septembre, au lieu de faire des études,
Bah, du coup, je me dis, bah, je vais faire un stage et tout. En fait, tu t'es dit juste je suis bien à Malte et du coup je vais tester un stage à Malte. Mais tu t'es pas dit je vais tester un stage en France. Ah ouais, parce que même si tout avait réouvert et tout pendant l'été, bah en fait, le Covid, c'est quand même toujours un sujet. Et comme je venais aussi d'une situation, je viens d'une famille, je vis seule avec ma mère célibataire, donc on était déjà dans une situation un peu précaire. Je me suis dit, il vaut quand même mieux que je gagne de la thune plutôt que j'en dépense dans des études. Et du coup, c'était un peu ma motivation à faire de l'argent tout de suite en fait. D'accord. Et donc quand cette personne-là t'a dit par contre on peut vous former à la vidéo, toi t'es parti direct. Tu t'es dit ouais d'accord. Bah moi j'étais en mode ok. Et c'était là en mode bah en fait c'était trop marrant parce qu'il avait vraiment tout le matériel vidéo. Genre vraiment il avait de quoi faire un studio de film. Mais le mec était pas du tout vidéaste, il était informaticien. Et, euh, et il m'a dit mais tu sais quoi genre joue avec ça en fait. Genre vraiment carte blanche, il m'a dit regarde des vidéos YouTube. Moi j'avais jamais ouvert Première de ma vie. Il m'a dit regarde des vidéos YouTube, forme-toi toute seule et fais des trucs. Genre vraiment c'était ça le truc. Et du coup, j'étais en mode bon, ok, j'ai regardé un petit peu des tutos et tout. Et je devais venir avec mes propres idées, filmer, monter et les poster sur Insta. J'avais D'accord. genre d'un coup, quoi. Et j'ai kiffé, j'ai adoré. Genre vraiment, ça a été un déclic pour moi de faire de la vidéo. Ça a été tellement un déclic qu'au bout de 2 semaines, peut-être 2, 3 semaines de, de trucs et tout, ça faisait genre un mois que j'étais en stage. Je suis venue un matin et j'étais là en mode, les gars, j'ai une idée. Parce que ouais, je les tutoyais, enfin c'était cool, on était vraiment que trois. Hein, donc c'était une startup. J'étais en mode, les gars, j'ai une idée de fou. On va faire un court-métrage. Sérieusement. Et on a fait un court-métrage en une semaine. Mais Voilà. ensuite comment ça a fait parce que moi quand j'ai rencontré Mélodie, elle était freelance. Quand t'étais freelance, c'était quoi ton contrat à ce moment-là? Bah en fait, donc après que mon stage soit terminé dans des conditions un peu pitoyables, je reviendrai dessus après. Bah, le lendemain, j'ai rencontré Richard, avec qui on a décidé de bosser avec Élysée, Ouais. qui est donc réalisateur-producteur à Malte, pour des projets principalement francophones. Et donc je l'ai rencontré parce que je m'étais fait une pote et son frère bossait pour Richard, et un jour il a pas pu aller taffer, et il m'a envoyé à la place en fait. Et du coup j'ai fini chez Richard, j'ai fait des petites vidéos pour lui, des montages, etc. Il a décidé de me garder et de me prendre un peu sous son aile, c'était un peu mon mentor. Et donc j'ai commencé à bosser pour lui, et lui il bossait pour Yo, qui faisait donc joueur de poker professionnel à Malte, mais aussi international, et qui faisait des tables à Malte. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour Yo, pour les lives qu'on faisait sur YouTube et Twitch. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et comment tu pourrais décrire cette expérience? Parce que ça a occupé 2 ans de ta vie? Plus? Ouais. Et bah c'est intéressant parce que je suis vraiment arrivée, je crois que c'était la deuxième session qu'il faisait. Donc c'était vraiment le début du projet. Euh, et je l'ai vraiment vu évoluer en fait, mine de rien. Parce qu'au début c'était vraiment, on faisait que des lives. Et après, t'es arrivé, il y avait aussi des shootings photos, enfin ça commençait à se professionnaliser un petit peu plus, tu vois. Ah, j'ai pas du tout cette vision, tu sais. Je connais. Ouais. Ah ouais, pour moi, c'était déjà un truc bien établi et tout. Bah c'était bien établi, on voyait qu'il y avait un budget. Et surtout que moi j'avais pas l'habitude, c'était vraiment mes premières fois dans le métier. Franchement, je suis partie d'un stage où on me laissait faire tout ce que je voulais et tout et n'importe quoi, j'ai vraiment fait tout et n'importe quoi. D'accord. Où genre vraiment j'étais juste là pour m'amuser limite. Je bosse pour Richard, c'est du sérieux. Il y a des caméras partout, il y a des gens, ça fait 20 ans que c'est leur métier. C'était beaucoup plus de stress, surtout les lives. Voilà. C'est Donc, Non, c'est vrai ouais. que en fait, c'est marrant que toutes les deux on vienne de La Réunion. On était tous les deux très jeunes. Ouais. Euh, J'avais 18 ans quand j'ai commencé à bosser pour Richard. voilà, elle avait 18 ans quand elle a décidé de s'installer à Malte aussi, on peut dire ça. Et Ouais. donc elle a un an de moins que moi, donc moi j'avais 19 ans. Et puis, enfin, pareil, pour moi, découvrir Richard, c'était vraiment la même chose. C'était ma première expérience vraiment professionnelle en tant que photographe. Donc, c'est marrant Ouais. enfin, finalement, nos chemins se sont croisés C'est et, et finalement, incroyable. on avait la même découverte, quoi. Et c'était très intéressant. Surtout que je me souviens de mes premières fois au live de Yo. J'étais mais ultra impressionnée
par le live, déjà du fait que genre je peux pas me louper, tu vois, c'est vraiment le live, mais aussi de ce monde, parce que enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, mais ça a ouvert une nouvelle porte. Genre je ne connaissais pas ce monde. Pour moi, des gens qui jouaient autant d'argent, ça n'existait pas. Je Exactement. n'avais jamais vu autant d'argent. Et encore, quand on a commencé, il y avait beaucoup moins d'argent sur la table qu'il y en a aujourd'hui. Alors, je t'avoue que moi, j'avais pas du tout capté qu'il y avait autant d'argent sur la table, ça m'a pas du tout intéressée. Donc, par rapport à ça, je t'avoue que j'étais pas si impressionnée. Mais c'est vrai que moi, c'était surtout l'expérience professionnelle, tu vois. C'est d'arriver, d'être payé et d'être. Et là où je pense qu'on se rejoint, c'est surtout d'avoir un peu une chance de travailler dans ce milieu-là et de rencontrer un monde un peu d'entrepreneurs, des gens qui se font de l'argent autrement que par un travail normal, un travail traditionnel. Et je pense que Ouais. pour toutes les deux, genre Malte, ça a été un peu la découverte de ah ouais, en fait, tu peux être entrepreneur, tu peux lancer ton truc ou tu peux être freelance en fait, tu peux te faire de l'argent, tu peux vivre de ta passion. Et je pense que ça nous a toutes les deux marqué. Et C'est j'avoue ça. que on a eu aussi un stress qui était différent parce que Mélodie, ben, comme elle l'a dit, elle travaille sur les lives et sur la vidéo, donc elle pouvait pas se louper. Moi, ça va, j'étais photographe, j'étais un peu en backstage, je prends mes photos tranquille. Dès que j'ai tout, je rentre chez moi. Mais elle, c'était un stress. Moi, c'était intense. Ouais. Les horaires, on parle des horaires. Vas-y, dis-nous. On faisait quand même 4-5 jours d'affilée de 17h à 3h du matin. Ça fait 8 heures de live, concentration intense. En soi, le taf, en soi, il était pas dur. Genre, vraiment, j'appuie juste sur des boutons, faut un peu être débile pour se louper. Et je me suis loupée plein de fois. Mais, en fait, la tâche la plus compliquée, c'était vraiment rester concentré pendant 8 heures Wow. d'affilée. Sur des horaires de 17h à 3h du matin. Sachant qu'après ça, moi, j'ai commencé à bosser pour Richard en entreprise aussi. Donc, pour une entreprise à côté. Donc, c'était mon manager de la journée et mon boss en freelance le soir. Et donc, moi, je bossais de 8h du matin jusqu'à 17h dans mon premier taf. Et après, j'enchaînais, j'allais directement au casino de 17h à 3h du matin sur le live de Yo. Et je dormais de 3h, plutôt 4h, parce que franchement, il fallait que la pression elle descende avant que je puisse m'endormir, jusqu'à 7h du matin pour que je me lève avec mon papa pour aller taffer. Et ça pendant genre 5 jours d'affilée. Mais Après, quel c'était le rythme. week-end aussi, mais c'était intense, quoi. Et puis, est-ce que aussi le fait que tu étais une fille dans ce milieu-là, est-ce que ça a joué ou pas? Enfin, moi, je sais que ça joue beaucoup, mais j'aimerais que tu développes un peu là-dessus. Alors, pour les lives, j'ai jamais eu de problème parce que je pense que Richard et Yo ont installé une vraie safe place. Genre, il n'y avait pas de tolérance, il y avait zéro tolérance envers ça. Ok. De travailler avec eux. Enfin, en tout cas, de travailler pour Richard. Parce que moi, j'avais pas forcément de contact avec la table et les joueurs. Moi, Zéro c'était surtout, tolérance j'étais en régie. avec le sexisme, tu veux dire? Ouais, et Ouais. moi j'avais pas de rapport avec la table, juste je travaillais vraiment que pour Richard, donc et Richard a toujours installé c'est une safe space par rapport à ça. Donc j'ai jamais eu de problème à ce moment-là, mais oui j'ai bossé pour pas mal de trucs à côté, toujours dans le poker, mais plus des événements à part que j'ai filmé, des événements, des tournois, etc. Où ouais j'ai pas mal de problèmes, mais encore une fois, je pars du principe que toute expérience négative apporte du positif. Et je sais que travailler 2 ans dans un milieu très misogyne, parce que j'ai travaillé dans le poker, mais j'ai aussi travaillé dans le foot. Et, euh, et Aïe, voilà. aïe. Et donc, je sais que ça m'a beaucoup forgé, en fait. Ça m'a forgé mon caractère. Par exemple, je me souviens une fois au tournoi de poker. Donc, c'était ma première expérience où je filmais toute seule. Genre, il y avait personne d'autre avec moi. Et les joueurs, ils arrêtaient pas de m'appeler, genre, eh bébé, viens là 2 secondes, et princesse, et petite puce et tout. Mais genre, on m'appelait bébé, genre, 10 000 fois, tu vois. Et à un moment, j'en ai eu marre, et je me suis retournée, et j'ai dit, alors écoute, par contre, on se connaît pas, tu me connais pas, je te connais pas, tu m'appelles pas bébé parce que c'est pas mon prénom. Voilà, tout simplement. Mais ça me choque. Mais vraiment, ça me choque. Et en fait, finalement, tu as vécu plus du sexisme ou plus des agressions, plus avec les personnes qui participaient aux événements qu'avec les travailleurs et tes boss en soi. Tu veux dire ouais, pour le poker, c'était pas vraiment, je dirais pas jusqu'à dire que c'était des agressions, c'était plus des commentaires. En fait, j'avais jamais l'impression d'être vraiment prise au sérieux. Mais pourquoi? Tu penses que c'est dû à quoi? Parce que, alors déjà, il y a un truc qui me saoulait constamment, c'était qu'on pensait tout le temps que j'étais la photographe. Mais je me sens tellement mal quand tu dis ça.
Non, mais c'est pas ça, c'est que, en fait, j'avais l'impression que dans l'inconscient des gens, vidéaste, c'était genre le mec un peu baraqué. Bah, j'ai travaillé avec Axel et Richard, et genre vraiment, personne leur a jamais dit, ouais, tu peux me prendre en photo, tu vois. Et c'est vrai que Axel, pour le coup, il correspond au mec baraqué derrière Bah, l'écran. exactement. Pour moi, dans ma tête de vidéaste, c'est genre vraiment, ils arrivent avec les caméras et tout. Moi, je suis là, j'arrive, même avec le Ronin, on arrive quand même à me dire que je suis photographe. J'étais là en mode, comment t'expliquer que là, il y a un truc qui choque, tu vois. Donc, j'étais constamment en train de me justifier, en train de dire non, je prends pas de photos, non, non, non. Et puis, on m'a aussi beaucoup mansplainé. Je sais pas comment tu le dis en français. Ouais, ouais. Ça, je Ouais, capte. beaucoup de fois où on est arrivé et on m'a dit ah alors tu taffes, tu fais quoi, tu veux que je t'aide? Mais Ben tu sais oui, en qu'on fait, je suis en train a. moi je taffe. Si tu veux m'aider comment? Tu connais mon métier mieux que moi? C'est quoi le sujet? Enfin, Mais meuf, mais ça, le fait qu'ils prennent pas au sérieux, ça, c'est tellement réel. Genre, les c'est jamais événements que comme j'ai ça. fait. Mais heureusement, heureusement pour moi, j'ai fait aussi des événements, il y avait pas mal de filles. Et je trouve les filles, elles sont plus en mode. Bah, elles prennent ça au sérieux. Au contraire, elles sont plutôt contentes que tu puisses leur faire des photos gratuites. Mais c'est surtout les mecs. Genre, à chaque fois, j'allais dans Ouais. des événements. Et à Bordeaux même, hein. À Bordeaux, d'autres profils, si tu veux, genre pas riches ni rien, étudiants et tout. Et franchement, la même, c'est vraiment. Ah mais t'es sûr que tu veux faire comme ça la photo et tout alors que d'où tu te permets ou alors juste mais tu sais tu devrais des phrases de drague tu sais genre tu c'est toi qui devrais être devant l'appareil genre mais On pourquoi me l'a dit, on me l'a sorti celle-là. Je l'ai eu. jamais il n'oserait dire ça si j'étais un mec genre vraiment Jamais. jamais Jamais. c'est Jamais. J'ai eu des commentaires que jamais tu te serais permis. On m'a sorti des trucs. Alizé, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. On m'a sorti. Une fois, je faisais un tournage pour un mec pour lequel tu as aussi travaillé. Je vais pas d'accord citer. je vois de qui tu parles Je filmais des vidéos YouTube et il m'a quand même sorti. Par contre, la prochaine fois que tu viens filmer, tu pourrais t'épiler quand même. C'est pas très féminin tout ça. elle me dit ça je savais pas je suis choquée je suis tellement choquée mais c'est dingue en fait comment t'as fait pour enfin, comment tu l'as vécu, genre, psychologiquement pendant 2 ans, genre, tu vivais ça, et est-ce que tu t'es sentie isolée ou est-ce qu'il y avait d'autres filles quand même dans le milieu, ou comment tu Bah, réagis à ça, en fait? la seule fille que j'ai connue dans le milieu à ce moment-là, c'était toi. Hein. Super. Super. Deux novices. On peut pas vraiment, genre, s'appuyer, tu vois, genre, on est tous les deux dans la découverte, on n'a pas vraiment le recul ou la maturité pour réagir finalement, tu vois, on est toutes les deux là, c'est notre premier job et tout. C'est dingue ça. Et tu te rappelles De quand fou. on a fait toutes les deux un shooting à Malte. Du coup, shooting basique De sur une plage. Et on s'est pris que des remarques, fou, d'abord. que des regards. Et beaucoup de gens qui venaient nous interrompre pour dire qu'ils ne prenaient pas du tout au sérieux, alors qu'on avait du matos professionnel. Et ils venaient nous interrompre comme si on faisait des photos Insta, etc. Alors qu'on venait avec la grosse caméra, le flash, les objectifs et tout. Et ça, franchement, c'était. En fait, c'est partout, en fait. C'est partout. Parce que même de la part des filles, finalement, ce jour-là. Même dans les copines, hein. Il y a beaucoup de sexisme de meuf à meuf, c'est incroyable. Hein. Exactement. Et en fait, j'ai l'impression que beaucoup ne comprennent pas le métier dans l'audiovisuel, et surtout quand c'est des filles. J'ai l'impression que du moment qu'on est une fille et qu'on est dans l'image, eh ben on fait ça soit de manière superficielle, soit on n'est pas C'est forcément ça. bonne dedans, C'est ou soit c'est c'est. les Instagrammeuses, les Voilà. influenceuses. Exactement. C'est ça. Alors que si on était un homme, bah tout de suite, ouais, bah ouais, il travaille quoi, ou genre c'est son métier. Il y a plus de chances que lui, il est professionnel quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Je l'ai ressenti aussi beaucoup. Et ouais, je me suis pris plein de trucs, de remarques, mais même pas. Et en fait, à chaque fois, je me disais, mais si j'avais été un mec, tu m'aurais jamais sorti ça. Mais, mais ça, Mélodie, mais je te jure, genre, vraiment, j'ai d'autres choses aussi à dire là-dessus, mais je pense que on peut nous parler de ça pendant des heures en fait. Je pense que, tu vois, c'est un truc, je pense aussi dans le voyage. C'est un truc que tu retrouves, genre que c'est pas la même chose de voyager quand t'es une femme que quand t'es un homme. Ouais. Et bah, c'est marrant parce que j'avais vraiment cette. En fait, quand j'ai décidé vraiment de voyager, j'avais vraiment. Le seul truc qui me retenait, c'était ça. C'était de me dire, non, mais attends, attends, je peux pas faire ça. Ma sécurité en tant que meuf, c'est pas possible, tu vois. Ça va pas le faire. Je veux dire, je vais être en danger et tout. Ça va pas être possible. Et au final, et bah, ça a été le choc. Parce qu'en fait, je me suis jamais sentie en sécurité que depuis que je voyage. Et comment c'est possible, à quoi c'est dû? Bah, en fait, je sais pas comment t'expliquer.
C'est juste que, en fait, tout ce que je pensais qui était risqué et que je pouvais pas faire en tant que meuf, euh, en fait, ça, si, je sais pas. En fait, si tu veux, c'était vraiment quand je me disais non, je peux pas le faire. Je suis une meuf, genre je vais me faire agresser, j'ai plus de chances de me faire violer, plein de trucs comme ça. Et au final, à un moment, je me suis dit non mais attends, c'est déjà assez compliqué d'être une meuf au quotidien. C'est déjà assez compliqué d'être une meuf au taf. Je vais pas. Il y a un moment où il faut que je vive, tu vois. Je veux dire, le fait que je sois une meuf, ça va pas me stopper dans tout dans la vie. C'est pas possible. Donc, viens, on fait quand même. Et je suis partie. Et au début, je me disais, oh là là, mais j'avais instauré des règles où je me disais, bon, déjà, je rentre pas seule le soir. S'il faut que je me déplace, ce sera jamais à pied, ce sera toujours en taxi. Et les taxis, je prends en photo la plaque d'immatriculation. Enfin, je m'étais installé plein de règles. Hein. Je les ai jamais suivies. Mais en fait, pourquoi Je les ai jamais suivies. ça j'entends, mais en quoi du coup tu t'es sentie plus en sécurité? Parce que toi, toute seule, ton mindset il a changé, tu t'es dit vas-y, let's go, ou il y a d'autres circonstances qui font. Ma phrase, ça va être très bizarre. Vas-y, T'es prête? vas-y. J'ai l'impression, je vis avec la même confiance en la vie qu'un mec. Mais c'est dû au fait que tu voyages? Ou c'est dû. Je sais pas si c'est le fait que je voyage. Je pense pas, parce que je pense que si j'étais en train de voyager en, en Amérique du Sud, et encore ça c'est un autre sujet, en Amérique du Sud, je pense que j'aurais pas la même sensation de sécurité, mais je pense que juste l'Asie et les pays que je fais en ce moment, bah, c'est juste des pays beaucoup plus safe que les pays occidentaux. Et je Ça, pense c'est que, dingue. parce que moi quand je suis partie, t'aurais dû entendre toute ma famille et tous mes potes, hein. Tout le monde m'a dit, mais Mélodie, tu es folle. Tu es folle. Toi-même, toi-même, tu m'as dit, Mélodie, tu es folle. J'ai un vocal de toi qui me dit, le premier jour où je suis arrivée à Bangkok, où tu me dis, mais Mélodie, tu es tarée. Il y a un problème en fait. C'est vrai, c'est réel, c'est réel. Je vais le mettre, je pense, dans le montage, mais oui, c'est réel. Et mais Je d'ailleurs, vais justement, raconte comment, quelles sont les raisons du voyage, d'où ça t'est venu, parce que c'était d'un coup. D'un coup, on se réveille tous sur l'Instagram de Mélodie et on voit, les gars, j'ai pété un câble, je me casse à l'autre bout du monde pour une durée indéterminée. Au revoir. Bah déjà, ma vie à Malte est partie en couille. Elle est Ok. partie en couille à partir du moment où t'es revenu pour faire les events l'été. Parce que toi, tu viens tous les étés à Malte. Oui, Pendant voilà. 2 ans, t'as ça. Et quand t'es arrivée, ma situation se compliquait. Déjà, j'ai perdu mon appart parce que les loyers à Malte ont augmenté et que je pouvais plus me payer mon appart. Et donc, bah déjà, ça, c'était un sujet. Et aussi, j'avais des problèmes au taf. Je l'ai jamais abordé et sache que là c'est vraiment une première que je te donne parce que je l'ai vraiment jamais abordé nulle part à part aux gens qui ont taffé avec moi et qui ou mes proches donc toi tu savais par exemple mais sur Insta j'ai toujours dit ouais j'ai démissionné parce que je crois que j'ai jamais dit en fait pourquoi j'ai démissionné. Je crois que j'ai toujours été un peu floue là-dessus. Ou alors je disais ouais, bah, c'est parce qu'en fait ça me plaisait plus ou fallait que je fasse autre chose et tout. Mais la réalité des choses, c'est que j'ai subi beaucoup de sexisme et de misogynie dans mon taf. Et j'ai dû jusqu'à en porter plainte. Et la plainte n'a pas abouti. Et à ce moment-là, je savais que à partir du moment où je m'efforce, enfin où je faisais l'effort et la démarche de porter plainte, je savais que c'était fini. En fait, c'était vraiment ça la démarche. C'était est-ce que je continue à vivre avec ça, avec ce sexisme-là et ce qui s'est passé, etc. Ou est-ce que je parle, mais je sais que si je parle, c'est la fin. Je sais que ce taf-là, je vais le perdre parce il y a aucun, dans aucun monde, je vais pouvoir porter plainte et rester non stop. Genre, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et donc, j'ai décidé de porter mes couilles et de porter plainte parce que bah, j'ai des valeurs et que je me voyais pas prôner le féminisme au quotidien et moi, de mon côté, faire ma gueule quand ça m'arrive à moi. Je tiens à dire que c'est super courageux ce qu'elle a fait parce que bah quand on vit des violences, surtout au travail, c'est très difficile de parler, sachant qu'on peut ne pas être cru. Et le fait de faire l'action, de porter plainte, alors que beaucoup se disent bon bah c'est horrible, mais en fait je vais quitter mon travail, je vais pas recourir en justice. Enfin vraiment quand elle me l'a annoncé, j'ai trouvé ça, je n'ai jamais entendu dans mon entourage des femmes qui en ont parlé et qui ont porté, enfin qui ont fait, qui ont agi en fait. Et vraiment bravo à toi. Enfin je te l'avais dit à ce moment-là, mais encore bravo à toi et bravo d'en C'est parler encore. Enfin c'est incroyable, genre beaucoup de courage je trouve. Bah, en fait, le truc, c'est que ce qui m'a vraiment mis le déclenchement ce qui m'a vraiment déclenché le fait que, ok, je vais en parler, je vais faire des actions par rapport à ça parce que c'est plus possible, c'est vraiment le fait que, moi, je pensais que ça m'était arrivé qu'à moi.
dans la boîte. Et je me disais, en fait, je sais pas comment tu le ressens, mais quand ça t'arrive, tu sais que avec le recul, quand quelqu'un te le dit, t'es là maintenant, mais meuf, c'est pas possible, il faut que tu fasses quelque chose, enfin, tu peux pas laisser passer ça. Mais quand ça t'arrive à toi, tu cherches toujours des excuses. Ouais, et c'est pour ça que je trouve ça tellement courageux tout ce que t'as fait, genre. Mais c'était très difficile. En fait, le plus difficile, ça a été de mettre la limite de, ok, non, en fait, ça, c'est pas juste un accident, c'est pas juste dans ma tête, c'est pas juste moi qui suis chiante et qui capte pas, enfin, genre, t'es là en mode. Non, parce que quand ça t'arrive, t'es tout le temps là en mode non, mais en fait, c'est pas si grave que ça, enfin, je veux dire, je me suis pas fait violer non plus. Quand tu sais, quand c'est des petits trucs, mais encore, tu sais, là, je minimise toujours, je dis c'est petit, alors en vrai, c'est pas petit. Mais quand t'es là en mode, en vrai, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse chier les gens avec ça? Enfin, tu sais, en tant que meuf, quand ça t'arrive, tu mets toujours, tu rabasses, tu caches un petit peu sous le tapis. C'est très compliqué de mettre la limite de, ok, non, ça c'est grave en fait. Ok, non, ça passe pas en fait. Et moi, je l'ai pas fait tout de suite. J'avoue, ça m'a pris vraiment des mois avant de me dire, ok, bah c'est quoi, je vais en parler. Et c'est pas normal en fait. Et c'est vraiment quand j'ai discuté avec mes collègues meufs de la boîte et que je me suis rendu compte que bah en fait, c'était pas qu'à moi, c'était qu'à beaucoup d'entre nous. C'est souvent Et c'est là où je me suis dit, en fait, non, genre. Déjà si on me dit toutes non c'est pas grave, ben en fait ça sera jamais grave. Et où est-ce que tu mets la limite? Et aussi ben non, en fait, déjà, c'était pas dans ma tête, parce que on sait pas être dans notre tête à toutes. Et aussi, si moi je trouve ça grave pour elle, je devrais avoir le même respect envers moi-même, de me dire, bah non, c'est grave pour moi aussi. Parce qu'il y a aussi cette notion de self-respect, genre de respect envers soi-même, Wow. où t'es là en mode, bah, quand c'est moi, c'est pas si grave, parce qu'en vrai, tu sais, genre, ça m'a pas traumatisé, enfin, I can take it, tu vois. Ouais. Et t'es là en mode, ben non, en fait, si pour moi je trouve que c'est grave pour elle et que je trouve que c'est un manque de respect envers elle, mais pourquoi ça serait pas un manque de respect envers moi? Genre, pourquoi moi ça passe? Pourquoi moi j'ai aussi peu de self-esteem envers moi-même? Je trouve ça tellement. Et c'est là où je me suis dit, non. Je trouve ça tellement incroyable comment t'arrives d'une agression à te empower toute seule, à te donner du pouvoir je trouve ça dingue. Comment c'est dingue. Genre vraiment, ça montre toute ta résilience et toute ta mentalité. Je te trouve vraiment très inspirante là-dessus parce que faut savoir que ouais non vraiment pour toute victime d'agression en général, on a tendance à minimiser. Mais dans les violences faites aux femmes, que ce soit de l'outrage sexiste qui est puni par la loi en France, je le répète, l'outrage sexiste c'est les petites remarques, enfin ce qu'on appelle les petites remarques dans la rue, à l'harcèlement de rue, puis au viol, puis après au féminicide. Tout ça, c'est puni par la loi, c'est grave, et on est quand même dans des sociétés qui vont minimiser ça, qui ont jamais vraiment puni ces actes-là. Et comme on le voit dans ton histoire, ça n'a pas non plus été puni. Et donc, je trouve ça incroyable comment t'en viens à non seulement je vais agir, mais en plus de ça, je vais apprendre et je vais gagner confiance en moi. Je vais me donner du respect et une estime que j'avais peut-être pas avant. Je trouve ça tellement incroyable. Et Bah, merci. non, vraiment, ça, sincèrement, c'est trop inspirant. Et, et ensuite, par rapport à ça, du coup, est-ce que ça a eu un lien, du coup, avec ton voyage ou pas? Parce que ça. Ouais. Parce que ça a pris vraiment des mois. Ça s'est pas fait en mode j'ai porté plainte et c'est fini, tu vois. Ça a pris vraiment des mois d'enquête. Il y a eu des avocats. Il y a eu, enfin, ça a été une vraie démarche. Et donc, du coup, quand ça s'est mal terminé pour moi, parce que ça s'est à l'évidence mal terminé pour moi, bah, je me suis dit, bon, déjà, c'est mort, je peux plus rester dans le staff. Et je me suis dit, en fait, parce qu'il faut savoir aussi que mon stage, parce que je dis que je reviendrai là-dessus, mais je ne suis pas revenue là-dessus, mon stage, c'est fini pour les mêmes raisons, dans le sens où, bah, déjà, à cette époque-là, moi, j'avais que 18 ans, et j'avais à peine 18 ans quand j'ai commencé mon stage, et le CIO, qui était bon, l'un des seuls 3 employés de la boîte, mais c'était sa start-up, en fait. Et bah, il m'avait fait des avances un peu poussées et assez déplacées, avec des gestes déplacés. Et il m'a très bien fait comprendre que, bah, en fait, je sais pas, fallait que je m'attende à quoi, parce que bon, bah, le mec, il avait été gentil avec moi depuis le début. Donc, il pensait qu'on était proches. Moi, je pensais qu'on était proches, mais en mode grand frère et petite sœur, t'as vu. Mais j'étais très naïve, apparemment, parce qu'en fait, c'était proche en mode
en mode bah c'est bon, vas-y, passe au bureau, t'as vu? Mais t'avais 18 Et, ans aussi, t'avais 18 et ans. sauf que bah, le mec, il était déjà. En fait, le truc, c'est que moi, je me suis pas méfiée de cette personne-là parce que le mec était marié avec des enfants. Il avait quel âge? Et donc, environ 39-40 ans. 39, 40 ans, il va avoir une petite gamine de 18 ans. 18 ans, moi j'avais 18 ans, donc j'étais là en mode, oh, c'est un peu ma figure paternelle et tout. J'étais un petit peu. Enfin, avec le recul, je me dis, en vrai, non, en fait, c'est quoi? Non, j'étais pas naïve. En vrai, c'est pas moi qui ai tort. Je change de discours en même temps. En vrai, non, j'étais pas naïve. C'est juste que je m'attendais pas à ça parce que j'étais saine d'esprit en fait. J'étais justement celle qui était saine d'esprit. J'étais pas celle qui était naïve de me dire que le mec, en fait, il avait d'autres idées derrière. J'étais justement celle qui était saine d'esprit et qui me disait, mec, t'as 40 ans, j'en ai 18. Non, il y a jamais dans ma tête, c'est possible que toi tu penses ça, tu vois. Je suis tellement heureuse que tu te corriges là-dessus, genre, parce que effectivement, à quel moment c'est de la naïveté, t'as 18 ans, tu commences un premier job, en plus t'es même pas dans ton pays, etc. Il y a quelqu'un qui te dit, oui, je vais te prendre pour travailler, je suis mariée, il y a rien qui va, en fait. Et oui, effectivement, c'est pas de la naïveté, c'est juste de la sanité, en fait. Et je suis trop heureuse que tu le dises. Et je bossais avec Isa aussi, que tu connais, qui est une de mes meilleures potes, qui est comme ma sœur, et qui travaillait et logeait avec moi, parce que du coup, on était logés dans le taf. Parce qu'on n'était pas payé pour le stage, mais on était logés. Et quand je lui ai dit 2 ans après, elle m'a dit, mais tu sais quoi? Mais t'étais pas naïve parce que même moi, je n'y aurais jamais pensé. Et pourtant, elle était là, H24, elle taffait avec moi, elle vivait avec moi, et elle me disait, mais jamais dans ma vie, je me serais dit que lui, il pensait ça, qu'il avait ces arrière-pensées là, tu vois. Mais bien Parce sûr. qu'elle aussi, elle le considérait comme un grand frère, comme une figure paternelle et tout. Enfin, pour nous, c'était inimaginable, tu vois. Et du coup, ça m'a fait du bien de me dire, j'étais pas la seule à pas avoir vu, en fait. Mais ouais, je comprends en quoi c'était rassurant, mais comment t'as fait pour... En fait, c'est dingue parce que du coup, deuxième taf, au bout de 2 ans, c'est ça, ça recommence, entre guillemets. Et pourtant, là, t'as le déclic. Au contraire, tu te dis, je vais pas agir comme la dernière fois, au contraire, je vais prendre la parole, je vais agir, je vais me défendre. Bah déjà, la dernière fois, je peux pas me défendre. Parce que le mec, c'est sa start-up. Il n'y a pas de... Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je me plaigne à qui? Ouais, ouais, J'ai 18 l'impuissance. ans. C'est toi le boss. C'est toi le CEO. Tu veux que je fasse quoi? Waouh, l'abus, non mais je sais même pas si tu te rends compte de la situation, à quel point c'est... Enfin, ça aurait été quelqu'un d'autre, mais tu t'imagines si t'avais pas eu ce mindset, si t'avais pas eu cette force, si t'avais pas eu ce bah je pars, t'imagines ce qui aurait Ouais. pu se passer? Je me dis, mais comment on s'en sort en fait? Surtout pour la deuxième fois, parce que la deuxième fois t'as porté plainte et tout, comment on se sort parce que pour le coup, la deuxième fois t'as agi, mais il n'y a pas eu de répercussions juridiques. Et donc, Non. comment on s'en sort Et ça a psychologiquement de été une ça? vraie déception. Parce que je me suis dit, en fait, la deuxième fois, quand je me suis dit, je vais parler, t'as vraiment eu, dans ma tête, il y a vraiment eu genre je sais pas si tu regardes un peu les animés, mais imagine, c'est Naruto, il y a genre une recharge. Genre ça m'a, tu sais, genre j'ai eu tout le feu en moi de me dire, ok, pour toutes les fois où j'ai rien dit, là je vais ouvrir ma gueule et je vais avoir justice, tu vois. Genre vraiment, je voulais justice sur tout. Et le fait que ça n'a pas marché et que j'ai pas eu justice et que on m'a juste confirmé que en fait j'étais une femme dans le milieu du travail et que donc je n'avais pas les droits que eux avaient et que je ne serais jamais prise autant au sérieux. En fait, ça a été vraiment une déception et ça a été vraiment, enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça a été un choc. Pas un choc parce qu'au fond, je m'y attendais, mais ça a vraiment été genre une claque. Ça a vraiment été une claque. Où je me suis dit, ok, donc en fait, ça marchera pas, ça marchera jamais, et tout ce que je ferai, bah, ce sera, parce que c'est passé avant. J'ai 20 ans, j'ai eu 2 tafs dans ma vie. J'avais 19 ans quand j'ai porté. J'avais 19 ans quand c'est arrivé, quand j'ai porté plainte. J'ai 19 ans, j'ai eu 2 tafs dans ma vie, un 18, un 19. Et les 2 fois, je démissionne pour les mêmes raisons. Mais genre, ça va être quoi le reste de ma vie en fait? Ça va être ça tout le temps. Enfin, je vais pas, ça va pas le faire, tu vois. Genre, je vais pas supporter ça à chaque fois. Et du coup, je me suis vraiment pris une grosse claque. Et c'est là où je me suis dit, bon, j'ai plus de taf, j'ai plus d'appart, j'ai pas du tout envie de retaffer maintenant. Parce que j'ai pas du tout envie de retomber là-dedans. J'ai pas du tout le moral à ça, j'ai pas du tout le mindset à ça, psychologiquement, j'ai pas du tout envie de taffer. J'avais ce rêve, je sais pas vraiment un rêve, parce que je considère pas ça un rêve, je considère plutôt comme un objectif, de partir faire l'Asie du Sud. Je voulais faire la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, le Cambodge. Je voulais faire ça. Et je me suis dit, bah, let's go maintenant, en fait.